Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Dans l'affaire Karachi, entendu comme témoin à sa demande, Dominique de Villepin aurait évoqué, selon l'avocat des familles, ses convictions très fortes sur le possible financement de la campagne d'Édouard Balladur par des rétro-commissions en marge de contrats d'armement signés en 1994. L'hyper-premier ministre, ça n'existe pas dans nos institutions, a lancé François Fillon au Sénat lors de sa déclaration de politique générale. Un discours d'un quart d'heure pour obtenir l'approbation des sénateurs. À suivre dans ce journal le portrait décalé du Premier ministre par Olivier Delagarde. C'est une entente au sommet avec une inconnue. Martine Aubry confirme l'existence d'un pacte de non-agression entre Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et elle-même en vue des primaires socialistes. Mais le parti reste suspendu au retour, ou pas, du patron du FMI. Notre invité pour en parler est en charge des élections au PS, Christophe Borgel. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Dominique de Villepin a commencé à témoigner vers 14h cet après-midi devant le juge Van Ruymbeck, chargé du volet financier de l'affaire Karachi. À sa sortie du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, l'ancien Premier ministre a déclaré à la presse qu'il n'y avait, je cite, aucun lien entre l'arrêt des commissions sur des contrats d'armement en 1995 et l'attentat de Karachi en 2002. On l'écoute. J'ai indiqué au juge Van Ruymbeck qu'il ne pouvait y avoir, à mon sens, aucun lien entre l'attentat de Karachi et l'arrêt décidé par le président Jacques Chirac du versement des commissions. Et Dominique de Villepin a tenté de séparer les deux volets de l'affaire Karachi, le volet criminel sur lequel on vient de l'entendre et le volet corruption. Selon l'avocat des familles, maître Olivier Maurice, qui a assisté à l'audition de Dominique de Villepin, eh bien ce dernier aurait évoqué, je cite, ses convictions très fortes que des rétrocommissions sur des contrats d'armement ont pu financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Et cette affaire apporte tous les jours son lot de révélations. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, s'est dit favorable à la publication du procès-verbal des débats de 1995 sur les comptes de campagne d'Édouard Balladur. Les explications de Sophie Normand. Octobre 1995, Jacques Chirac est président de la République. Les rapporteurs du Conseil constitutionnel ont épluché les comptes des 9 candidats du premier tour de la présidentielle. Selon Le Monde, ceux d'Édouard Balladur présentent des versements en liquide sans aucune justification. Les rapporteurs proposent donc aux sages de les invalider. Mais le président du Conseil constitutionnel d'alors, Roland Dumas, met en garde ses collègues. Toujours selon Le Quotidien, si l'on annule les comptes de l'ancien Premier ministre, il faudra aussi annuler ceux du nouveau chef de l'État. Et là, les dépassements seraient beaucoup plus sérieux, explique le président du Conseil. Sur la demande de celui-ci, les rapporteurs revoient leur copie. Oubliez la provenance incertaine des 10,25 millions de francs d'Édouard Balladur. Quant au compte de Jacques Chirac, plus de 3 millions de francs sont réintégrés. 4 sages refusent d'approuver les comptes au moment du vote. 4 les valident. Une 5e voix va faire basculer la majorité en faveur de leur adoption, celle de Roland Dumas. Et autre sujet dans l'actualité, après l'Assemblée nationale, hier, le Sénat a donné son approbation au gouvernement Fillon, le Premier ministre qui en a profité pour rappeler, je cite, que l'hyper-Premier ministre, ça n'existe pas dans les institutions de la Ve République. Fabrice Cunet. François Fillon l'avait annoncé hier au déjeuner à l'Élysée. Entouré d'une partie de son gouvernement, il est venu en personne présenter sa déclaration de politique générale au Sénat. Un geste bien plus que symbolique. C'est une marque d'attention. Une marque de respect pour la Haute Assemblée. Je pense que François Fillon a voulu marquer lui-même son respect pour la Haute Assemblée en venant lui-même. Le Premier ministre n'y était pas obligé. Alors au sein de la majorité, on apprécie. Les sénateurs sont bichonnés. C'est très bien qu'ils soient bichonnés. On a besoin de l'être. Parce qu'on a passé des moments difficiles. Je crois qu'il y a parmi les parlementaires sénateurs une réelle volonté de se faire entendre et d'avoir peut-être une meilleure compréhension vis-à-vis du gouvernement. La déclaration n'a duré qu'une quinzaine de minutes, reprenant les grands thèmes de son intervention devant les députés. Alors le Premier ministre a-t-il levé tous les doutes d'une majorité, parfois critique? La nature humaine porte au doute. Ne pas douter, c'est au fond ne pas être intelligent. Donc nous doutons tous de tout à tout moment. Il faut surmonter ces doutes et le rôle d'une organisation comme un groupe parlementaire, celui que je préside, c'est de surmonter les doutes, mais il est normal qu'il y en ait. Des doutes encore au sein de l'UMP et des critiques à gauche. J'ai trouvé que c'était un discours de bonne facture,
mais qui laisse entière la question de la crise économique. Et cette espèce d'autosatisfaction de son action antérieure présume, ou présage plutôt, très durement et de façon très inquiétante pour l'avenir. Pas de quoi empêcher le vote solennel de la déclaration de politique générale. Par 180 voix contre 153, le Sénat a donné son approbation au gouvernement Fillon II. Il a désormais 18 mois pour lever les doutes. Et c'est un pacte de non-agression qui a provoqué beaucoup de tensions. Hier, Martine Aubry a confirmé une entente entre Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal et elle-même en vue des primaires socialistes. Selon Laurent Fabius ce matin, Dominique Strauss-Kahn serait le mieux placé pour 2012. François Hollande ne l'entend pas du tout, ainsi on les écoute. Le Parti socialiste a envie que les choses changent en France et il a envie de gagner. Et Dominique Strauss-Kahn semble être aujourd'hui le mieux placé. Des pactes, ça vaut pour ceux qui les signent. Éventuellement les respectent. Ça ne vaut pas pour ceux qui n'en sont pas. Et moi, je ne pense pas qu'il faille prendre le corps électoral, en l'occurrence celui des primaires, comme simplement un corps électoral de ratification. Il y aura des choix, il y aura des personnalités, de toute manière. Et donc, faut-il encore s'y préparer ? L'invité politique du 22h, c'est un homme de terrain, un soldat du Parti socialiste qui préfère l'ombre à la lumière, un homme d'appareil selon certains. Christophe Borgel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire national du PS en charge des élections. Cette présentation vous convenait ? Un homme d'appareil plutôt ? Un homme de terrain, incontestablement. Un homme qui fait que les militants, les responsables du Parti socialiste peuvent travailler dans de bonnes conditions et vivre ensemble, oui. Alors justement, pour ces militants, est-ce que vous confirmez le pacte entre les trois présidentiables dont a parlé hier Martine Aubry ? Mais il y a une idée simple. La gauche a perdu souvent ces dernières années à cause de ces divisions. Un certain nombre de responsables socialistes qui ont comme particularité de tous pouvoir prétendre à être candidats se sont dit, et si cette fois-ci, au lieu de choisir notre cheminement individuel, notre destin personnel, on privilégiait d'abord le chemin collectif de la victoire de la gauche. Donc, et si au lieu de dire « ça passe par moi », il n'était pas naturel quand on est de gauche, c'est-à-dire quand on cherche un combat collectif, de dire « ça passe par nous », et donc réfléchissons à l'équation gagnante. Nous, ou équation gagnante, c'est un pacte, appelons-le comme on veut, une entente. François Hollande a raison quand même de s'en prendre à ce pacte dont il est exclu. Vous comprenez ? Mais d'abord, personne n'est exclu a priori d'un rassemblement. Martine Aubry n'a pas parlé de lui hier. Oui, mais parce que François Hollande a déclaré sa volonté d'être, de réfléchir à une éventuelle candidature, ce qui est tout à fait respectable. Il y a un certain nombre de responsables, notre première secrétaire, Martine Aubry, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et d'autres qui ont décidé que cette fois-ci, parce que la victoire de la gauche nous paraît essentielle pour le pays, on veut réfléchir ensemble à une question simple. Comment on fait gagner la gauche ? Une question tout aussi simple. Quel sens ont les primaires alors, si déjà vous allez vous entendre avant ? Mais d'abord, il n'empêche à personne d'être candidat. Et puis les primaires, vous savez, c'est d'abord une immense mobilisation populaire que nous allons rechercher. Vous savez que si les trois s'entendent, ce sera un plébiscite pour l'un d'entre eux. Donc pour tous les autres, ils seront écartés. Les autres seront écartés. Ils ont le talent suffisant pour emporter le morceau auprès des électeurs. Rien ne les empêche de concourir. Mais la volonté, je crois que c'est ce qu'attendent nos électeurs. Vous savez, vous disiez tout à l'heure, en me présentant, un homme de terrain. Donc effectivement, je rencontre beaucoup de nos électeurs, de nos militants dans les départements. Qu'est-ce qu'ils nous disent à chaque fois ? Soyez unis, rassemblez-vous. Ne pensez pas à votre nombril, pensez à notre pays. Pensez aux difficultés, aux inégalités de nos concitoyens. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi François Hollande ou d'autres, Manuel Valls, qui dans une interview à paraître demain, parle d'un pacte, d'une entente qui est interne et qui est incongrue, selon lui. C'est ça, l'unité ? Je ne peux pas empêcher ni répondre à la place de Manuel et de François. Ni répondre à la place de Manuel et de François. J'espère que ce mouvement de rassemblement, cette volonté de chercher le chemin ensemble de la victoire de la gauche s'étendra, sera contagieuse
à l'ensemble des responsables. On l'a compris, votre objectif c'est de faire gagner votre camp, la gauche. Est-ce que dans ce cas-là, comme Laurent Fabius, vous pensez que le mieux placé, il a dit ce matin sur Europe 1, c'est Dominique Strauss-Kahn? Oui, je pense qu'effectivement c'est le mieux placé. Il devrait se déclarer plus rapidement puisqu'il est le mieux placé pour faire gagner la gauche? Non, je crois que quel que soit le candidat, la gauche a encore beaucoup de chantiers devant elle pour préparer cette élection présidentielle et permettre à son candidat ou sa candidate d'aller à la bataille dans les meilleures conditions. Nous avons devant nous d'abord des échéances électorales importantes, les élections cantonales, puis les élections sénatoriales. Nous avons devant nous un chantier que nous travaillons depuis le rassemblement victorieux des élections régionales, celui du rassemblement de la gauche dans la perspective des élections législatives. Donc la gauche rassemblée derrière Dominique Strauss-Kahn, vous nous l'avez dit. Et est-ce que pour cela, il faut quand même bousculer ce calendrier des primaires? Je n'ai pas évoqué la gauche rassemblée derrière Dominique Strauss-Kahn. Ne vous faisons avez pas dit parler. Mieux placé, non? Oui, mais ne faisons pas parler une personnalité qui n'a pas encore donné ses intentions et qui, pour le moment, est entièrement à sa tâche qui est essentielle de directeur général du Fonds monétaire international. Non, je crois qu'il ne faut pas bousculer ce calendrier. Je crois qu'il faut savoir, dans la préparation d'une élection présidentielle, maîtriser le temps, tenir le calendrier. Et au moment où la droite nous offre le visage de division, elle vous offre aussi d'un gouvernement de combat et un François Fillon. Elle nous offre. Comme si le président de la République avait eu comme objectif au point de départ de laisser l'UMP à M. Copé, de laisser M. Fillon continuer son travail à Matignon. Soyons sérieux, on sait très bien que les événements se sont imposés au président de la République et qu'il ne maîtrise pas le calendrier, qu'il aurait voulu un gouvernement où il continue à avoir un large rassemblement qui s'est resserré à un noyau dur historique du RPR-UMP. Et au moment où la droite est en grande difficulté, on doit continuer à travailler, on doit préparer notre projet et surtout organiser notre rassemblement. Merci beaucoup, Christophe Borgel. Je n'ai pas rappelé que vous étiez un proche de Dominique Strauss-Kahn. C'est la réalité? Vous l'avez souvent en ligne? Vous l'avez eu récemment? Vous l'avez vu peut-être lors de son passage à Paris? Non, quand Dominique Strauss-Kahn vient, on l'a vu, il avait le président de la République à voir, il avait un certain nombre de rencontres pour préparer le G20. Il l'a dit à plusieurs reprises, il est tout à sa tâche de directeur général du FMI. Le reste viendra en son temps. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 22h. Christophe Borgel, la suite de ce journal. Et regardez, c'est tout de suite le tour de l'info en images. Il est préparé pour vous ce soir par Sophie Normand. La commission des finances du Sénat a approuvé le déblocage en urgence de 930 millions d'euros. Ils serviront à payer certains fonctionnaires en décembre. C'est la première fois qu'une telle procédure est activée. Les fonctionnaires sont moins nombreux que prévu à partir en retraite. Rassurez-vous, vous pourrez continuer de regarder la télé sur votre mobile sans payer la redevance. La télé gratuite sur son smartphone, sa tablette numérique ou son ordinateur reste possible. L'idée du rapporteur général du budget, Philippe Marini, a été abandonnée. 7e immersion en 8 mois dans le monde agricole pour le chef de l'État. Nicolas Sarkozy était aujourd'hui en déplacement dans l'Allier. L'occasion pour lui de travailler son image au plus bas dans les sondages dans un quasi-meeting électoral selon les commentateurs, à l'égard desquels justement il a eu un mot. Moi, vous savez, le matin quand je me lève, il me faut un moral fantastique. Parce que, franchement, quand je lis les journaux, à la première page, je vais trop vite, à la seconde, je vais trop lentement. Les dossiers qui arrivent sur ma table, c'est vraiment les plus compliqués. Hein? Même omniprésident. Ça me réserve les omni-embêtements. En février, de nouvelles recherches de l'épave du vol Rio-Paris devraient débuter. C'est l'annonce faite par Nathalie Kosciusko-Morizet et Xavier Bertrand aujourd'hui. C'est la 4e tentative du genre. Le 1er juin 2009, l'accident de l'Airbus A330 avait fait 228 morts. Les précédentes tentatives avaient tout juste permis de réduire l'aire de recherche 2000 km² au large du Brésil, là où la profondeur atteint par endroits 4 km. Éric Cantona appelle à la révolution. Depuis octobre, une vidéo circule sur le web. On y découvre l'ancienne star de Manchester United qui lance un appel pour le moins surprenant, retirer son argent des banques. Un moyen selon lui plus efficace que les manifestations pour se faire entendre. La révolution est très simple à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques.
C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aient dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. On les scrute, on les analyse, on les compare. Certains, à l'approche de l'élection présidentielle, les attendent avec beaucoup. Mais alors là, beaucoup d'appréhension. D'autres, comme Dominique Strauss-Kahn, dont on vient de parler, se disent touchés par les sondages. Bien sûr, les sondages oracles indispensables, autant pour les journalistes dont ils nourrissent les questions que pour les politiques. Simon Barbaret. À chaque étude d'opinion, une nouvelle vérité. Si les sondeurs assurent respecter la bonne méthode, les résultats sur un même thème peuvent parfois sembler contradictoires. À y regarder de plus près, les subtilités de la question posée ne ressortent pas forcément dans les médias. Le mois dernier, lors des manifestations contre la réforme des retraites, IFOP assurait que 37% des sondés ne trouvaient pas justifier les mobilisations. Pour Opinionway, 1 Français sur 2 comprenait le mouvement des grèves. Encore faut-il savoir qui commandite les sondages. Récemment, l'Élysée a été pointé du doigt pour avoir payé des études parues dans la presse. Les sondages sont-ils le véritable baromètre de l'opinion ou un instrument de communication au service du commanditaire? La question mériterait d'être posée aux sondés. Les sondages, on en parle avec nos invités ce soir. Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur socialiste du Loiret. Vous êtes aussi le co-auteur avec le sénateur Hugues Portelli d'un rapport intitulé « Sondage et démocratie ». Avec nous ce soir, Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département Opinion de l'IFOP. D'abord une question simple. Jean-Pierre Sueur, est-ce que vous croyez aux sondages ? Je pense que les sondages... Faut-il savoir qui commandite les sondages ? Absolument envahi toute la vie politique. Vous faites une émission sur n'importe quel sujet politique et quelqu'un vous dit au bout de 3 minutes, et d'ailleurs, 57% des gens pensent que, ou 43%... On le fait. Voilà. Et alors, ça finit par être une manie, parce que moi je crois que ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques, c'est qu'ils disent ce qu'ils croient juste. Voyez-vous, quand le général de Gaulle a lancé l'appel du 18 juin, il était très minoritaire à cette époque-là. Et si on avait fait un sondage, je ne sais pas quel pourcentage il aurait obtenu. Or, aujourd'hui, était là pour faire le sondage. Il n'était sans doute pas né. Chaque 18 juin, on célèbre et on dit... Alors, il existe souvent des cas où des hommes politiques et des femmes politiques prennent des décisions justes sans prendre en considération ce qu'on appelle l'opinion, mais en prenant en considération d'abord ce qu'ils croient. Et je crois qu'ils ont raison. Sur cette analyse. Il y a des choses extrêmement justes dans ce que M. Sueur a dit. Je dirais seulement que les sondages n'existent pas dans les pays dictatoriaux. C'est-à-dire, vous parliez de l'appel du 18 juin 40, lorsque les Allemands entrent à Paris en juin 40, l'IFOP, qui avait été créé en 38, on est le plus ancien institut de sondage, est fermé. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je n'ai jamais rencontré 2 types d'hommes politiques. Celui qui ne se fie qu'au sondage et celui qui n'y croit pas du tout. Il y a une véritable caricature sur les politiques qui sont scotchés, qui se décident uniquement en fonction d'enquêtes. On a plutôt une classe politique qu'il m'arrive de côtoyer, qui a plutôt un usage raisonnable. Le souci, et vous le dites très très bien, c'est moins le sondage que le fait qu'il soit exploité, instrumentalisé, et le fait que la vocation première du sondage, c'est d'éclairer modestement, s'agissant d'un sondage de vote sur l'état de l'opinion, sur un rapport de force électorale, et c'est souvent galvaudé par des véritables raccourcis. Je vais laisser la parole à M. Sueur. Mais Frédéric, justement, Dabi, vous dites que c'est un usage raisonnable des sondages. Et en ce moment-là, à l'approche de l'élection présidentielle, est toujours raisonnable cet usage des sondages par les politiques ? Oui, puisque les sondages que vous voyez sur l'élection présidentielle sont pour l'instant commandités par les médias. L'IFOP a publié aujourd'hui une enquête très large d'intention de vote sur la prochaine élection présidentielle. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est un sondage extrêmement complet, où on a testé 4 premiers tours, 4 seconds tours, parce qu'on ne connaît pas l'offre électorale. Il y a une très forte incertitude. Oui. Dominique Strauss-Kahn, on en parlait, c'est un petit peu le Jacques Delors des années 2010. Faut-il y aller ou pas ? Et je regrette de voir les médias seulement se focaliser sur un chiffre, le second tour. C'est très important, Jean-Pierre Sueur. Est-ce que selon vous, ces sondages qu'on vient de voir sur ces présidentielles, est-ce qu'ils influencent les gens ? Est-ce qu'ils influencent le public ? Peut-être.
Et comme a dit Frédéric Dabi, nous sommes dans une société de liberté, donc chacun peut commander et faire des sondages. Mais que faut-il faire de plus, selon vous ? Ces sondages jouent un tel rôle aujourd'hui, parce qu'on en parle tout le temps, qu'il est quand même bon pour la clarté du débat démocratique qu'ils soient faits dans de bonnes conditions et qu'on les publie dans de bonnes conditions. C'est quoi de bonnes conditions? Alors, je vais vous dire. Transparence? Absolument. Et nous considérons à cet égard, avec mon collègue Hugues Portelli, vous voyez, Hugues Portelli, il est à l'UMP. Moi, je suis au PS. On a fait ensemble... Vous avez fait un rapport commun. Un rapport commun. Et qui a été adopté à l'unanimité par la commission des lois du Sénat. Pourquoi? Parce que nous disons, il y a une loi de 1977 sur les sondages, elle ne marche plus. Elle n'est plus adaptée. Aujourd'hui, il faut une loi beaucoup plus stricte. Alors, premièrement, il faut dire qui commande le sondage. Le commanditaire. Et qui le paie. Point par point. Et qui le paie. Frédéric Parce que Dabi, vous voyez bien l'actualité. Sonia, vous connaissez l'actualité. J'essaye. Vous avez, tous les soirs, vous êtes là, vous avez bien vu qu'il y avait un sondage dont on ne savait plus qui avait payé. Est-ce que c'est l'Élysée? Est-ce que c'est le journal Le Figaro? Ou alors on nous a parlé de sondage dont on ne savait plus si c'était payé par Matignon ou par l'Élysée. Alors nous disons, il faut une clarté totale, savoir qui commande non seulement le sondage, mais chaque question du sondage, parce que M. Dabi va vous expliquer qu'il y a des sondages omnibus. Vous savez, 40, je vais le laisser parler. Il y a 40, oui, vous avez raison, de me rappeler à l'ordre. Il y a des sondages où il y a 40 questions, dont seulement 5 questions politiques. Bon, il faut qu'on sache qui paie, qui commande et qui paie ces questions politiques. Alors, merci. Je suis tout à fait d'accord avec M. Sueur. Il est vraiment absolument indispensable que le commanditaire et le payeur du sondage, lorsque ce sont deux acteurs différents, soient tout à fait connus. Et toujours le cas? Les instituts le font. Puisque lorsque nous remettons nos différentes notices à la fameuse commission des sondages, nous donnons le commanditaire de l'enquête. On va rappeler aux téléspectateurs qu'il y a une commission des sondages qui a été créée lors de la loi de 77, qui est chargée, comme vous le dites, de vérifier la bonne validité des sondages électoraux. M. Sueur et M. Portelli souhaitent l'élargir au sondage un peu plus politique. Nous sommes tout à fait d'accord. Si on définit bien ce que c'est un sondage politique ou un sondage d'opinion, un peu plus, ou ça vous enferme un peu plus dans une liberté que vous aviez là? Nous sommes libres de faire en fait nos enquêtes, mais c'est vrai qu'il faut séparer le bon grain et je dirais l'ivraie et faire en sorte qu'il n'y ait aucun soupçon et qu'on voit que les sondages soient faits par des instituts sérieux. Et là, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. Quand vous parlez d'omnibus, c'est une autre en fait logique. Nous n'avons pas à rendre public le résultat de questions qui sont pour des clients confidentiels, des partis politiques, des entreprises. Ce que vous voyez, ce sont que les sondages publiés. C'est par exemple 25% de l'activité du département que je dirige. Je vais vous faire réagir à une actualité, Jean-Pierre Sueur. Votre sentiment sur la plainte, c'est l'actualité dans l'affaire des sondages de l'Élysée, confiée sans appel d'offres à une société dirigée par Patrick Buisson. Oui, ma position est très claire. La justice s'est prononcée. Bon, je respecte les décisions de justice, mais je peux en penser quand même ce que je veux. Or, je regrette que l'association Anticorps n'ait pas été mieux entendue, parce qu'il n'est pas bon pour n'est pas bon pour la démocratie qu'on se trouve dans une telle situation où on a des sondages commandés par l'Élysée qui se retrouvent dans la presse sans être forcément payés par l'organe de presse, parce qu'on voit tout de suite les possibilités de manipulation qui existent. C'est pourquoi nous disons qu'il faut bien préciser, le commanditaire, le payeur. Ensuite, plus de transparence. Ensuite, vous avez raison. Le mot-clé de notre rapport, c'est transparence. Ensuite, il faut savoir... Que ce soit la gauche ou la droite. Que ce soit la gauche, la droite ou le centre, pas de problème. Il faut savoir comment a été faite l'enquête. C'est-à-dire combien il y a eu de personnes interrogées et comment elles ont été interrogées. Parce que le résultat, ce sont des mentions que les journaux doivent publier, mais ils le font quand même quasiment systématiquement. Nous demandons aujourd'hui, M. Dabi, lorsqu'il fait un sondage, produit une notice à la commission des sondages. Alors, cette notice n'est pas publique. Il faut qu'elle le soit pour ne pas rentrer trop dans le détail, pour les téléspectateurs. Être très précis, nous demandons dans ce rapport qu'elle soit publique. Et que tout homme politique ou femme politique, tout chercheur, tout journaliste puisse y avoir accès. Et ce que nous voulons connaître, 3 choses. Premièrement, qui paye, qui commande? Oui, mais troisièmement, on est clair, la marge d'erreur. Quand on vous dit, mettons, qu'un sondage donne 49-51, qu'est-ce que ça veut dire?
Comme il y a une marge d'erreur de plus ou moins 3 ou 4, si vous prenez, plus de précision. Monsieur Sueur, vous avez interrogé 600 personnes, ça veut dire que le résultat, il est entre 46 et 54. Vous parlez avec beaucoup de passion de votre rapport. Par conséquent, il faut que l'on dise la marge d'erreur. Très bien. C'est le premier. Alors, Frédéric Dabi, c'est le mot de conclusion. Je vous ferai réagir à notre question après posée à nos internautes. Je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Les différents instituts, là on parle des sondages électoraux. Lorsqu'ils remettent une notice à la commission des sondages, ils donnent ces différentes indications-là. Transparence, oui, mais qu'il doit, selon moi, s'assortir d'une très grande pédagogie, notamment pour les sondages électoraux, là où j'ai un vrai point de désaccord vis-à-vis du rapport Sueur-Portelli, que je trouve globalement très bien, c'est sur la question de la publication, de la transparence totale des lignes de redressement qui relèvent des secrets de fabrication. C'est normal que vous ne soyez pas d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sueur. On arrive à la fin de ce débat. Il est important qu'il soit transparent. On vous a entendu. Et qu'on les Je vais vous connaisse. faire regarder notre question qu'on a posée avec notre partenaire lefigaro.fr. La voici, elle va s'afficher sur vos écrans. Faites-vous confiance au sondage? Non à 85%, oui à 13%. C'est un avis, c'est une question. Plus de 500 votants. On n'a pas le temps, malheureusement. Ce n'est pas un sondage. C'est une question, je l'ai précisé. Cette question n'est pas un sondage. Justement, le rapport souhaite définir ce qu'est un sondage. Merci beaucoup, messieurs. La dernière page de ce journal, un peu plus décalée, un peu plus détendue, avec dans un instant Olivier Delagarde, journaliste à France Info, qui va nous parler de François Fillon, le Premier ministre, qui était au Sénat aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour prononcer un discours de politique générale et qui en a profité pour moquer la fameuse formule d'hyper Premier ministre. On l'écoute. Et en sollicitant l'approbation de la Haute Assemblée aujourd'hui, je veux vous dire qu'il ne s'agit pas de réécrire le quinquennat à coups d'annonces intempestives. Il ne s'agit pas d'improviser une nouvelle politique. Il ne s'agit pas, au désespoir, je le sais, de certains observateurs politiques, d'assouvir les prétentions de je ne sais quel hyper-Premier ministre qui n'existe aucunement dans les institutions de la Ve République. Olivier Delagarde est avec nous pour nous parler de François Fillon. Non, ce n'est pas l'hyper-Premier ministre. Non, ce n'est pas non plus la saison pour la chrysalide. Sonia est pourtant la chenille. François est devenu Fillon papillon. Souvenez-vous, c'est vrai, il y a quelques mois, on raillait son côté Buster Keaton, ce mini-président qui ne sourit jamais à côté de cet hyper-président. Et puis voilà, tout d'un coup, il s'est senti pousser des ailes. C'est pas qu'il ait retourné sa veste, Sonia, c'est qu'il en a changé. Vous vous souvenez, c'était au fort de Brégançon l'été dernier, une rencontre informelle entre des ministres autour de leur président et autour de tous ces cols blancs, un col Mao. Un col à moi plutôt. On a pris ça pour un détail vestimentaire. En fait, c'était le début de l'émancipation. Ce Premier ministre, voix de son maître, était donc capable de suivre la voix de son être. Et on n'avait rien vu, parce qu'il a suffi qu'il se sente menacé, qu'on le dise mort, viré, enterré, rocardisé. Le voilà qui se révolte et qui, à la fin, l'emporte son sacre. C'était donc hier à l'Assemblée, c'était cet après-midi au Sénat, ce discours de politique générale. Et on peut comparer les deux images, celle d'il y a 3 ans, celle d'aujourd'hui. Fillon, regardez la différence, il était VRP. Le voilà général, il jouait en mineur, le voilà boxeur. Comme le Beaujolais en novembre, Sonia, le Fillon nouveau est arrivé. Et cette année, il ne sent pas la banane, mais la châtaigne. Vous ne me croyez pas? Eh bien, demandez à Borloo, il en a eu la primeur. On le fera. Merci beaucoup Olivier Delagarde d'avoir été notre invité avec Frédéric Dabi et Monsieur Sueur. Vous pouvez rester avec nous. Tout de suite, la suite de vos programmes. Un peu de vert avec le programme Tous au vert sur Public Sénat. Belle soirée à vous. Il était dans son monde et on ne pouvait pas le suivre. Il fallait absolument détruire les asiles, mais il ne fallait pas pour cela qu'il n'y ait pas de soins. Ma grande crainte, c'est que Jean-Christophe ne soit plus soigné, mais qu'en fait, il se retrouve soit à la rue, soit en prison. Et on a baissé les bras et il s'est retrouvé à la rue. On peut être guéri dans 6 mois, comme on peut être guéri, Mathieu disait 20, 30 ans. Est-ce qu'on est encore prêt, dans la société actuelle qui va très vite, à prendre ce temps-là? Je pense aussi que des structures adaptées à chaque individu en quête d'aide pourraient faire éviter ces drames. Un monde s'en fout, un documentaire de Philippe Borel,
samedi à 22 h sur Public Sénat. Bienvenue dans Tous au vert sur Public Sénat. Je rappelle le concept pour ceux qui auraient raté le premier épisode. 24 projets éco-citoyens sélectionnés partout en France, sélectionnés pour les mettre en compétition. Et à la fin, eh bien, il n'en restera qu'un en juin qui recevra notre prix, le prix Tous au vert. Pourquoi des projets éco-citoyens? Eh bien parce que les grands sommets sur l'environnement nous ont montré que les États ne pouvaient pas tout et que pour protéger la planète, il fallait peut-être d'abord compter sur les individus, sur les citoyens, sur les associations ou encore les entreprises. Pour départager ces initiatives si jeunes, vous venez de les voir dans notre générique. Je suis heureux de les retrouver pour cette deuxième émission. Dimitri, bonjour Dimitri. Bonjour Charlotte. Bonjour Samuel. Bonjour Charlotte. Mylène, bonjour Mylène. Bonjour. Une coiffure différente à chaque émission, Mylène, c'est important. À ma gauche, Nathalie, bonjour Nathalie. Bonjour. Mathilde, bonjour Mathilde. Bonjour, et Guillaume. Bonjour. Et pour vous donner tous un coup de main, mais il ne votera pas à la fin, notre expert de l'ADEME, Pierre Galliot. Bonjour Pierre. Bonjour Samuel. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 3 projets, donc je vous le disais, à départager aujourd'hui. On doit en choisir un. On va découvrir tout de suite le premier, au secours de la biodiversité. Nous allons dans cette belle région de Franche-Comté où le Conservatoire régional des espèces naturelles vient en aide à la nature et aux espèces en voie de disparition. Regardez. Ce samedi matin, c'est jour de chantier nature. Les habitants du petit village de Rocher-au-Court se sont rassemblés à la mairie pour venir aider Raphaël, Luc et Sylvie de l'association Le Conservatoire régional des espèces naturelles de Franche-Comté. Luc, pour en faire une là? Ça vient d'être débroussaillé? Ces 3 chargés d'études et de mission de l'association ont pour but de protéger les espèces menacées. Pour cela, ils font appel à des bénévoles venus pour préserver la biodiversité des espaces naturels de la commune. Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Si on veut laisser une planète à peu près potable à nos enfants. S'il est déjà pas trop tard. Ces milieux étaient tout à fait normalement utilisés par l'homme avant, étaient défrichés, pâturés, et donc la dynamique naturelle se mettait en place avec l'homme. Ces milieux tendent à s'enfricher, ce qui n'était pas le cas avant, et on perd cette diversité de flore, de faune. Et au jour d'aujourd'hui, si on veut la retrouver, effectivement, on a besoin de l'intervention humaine. Il faut s'assurer que toutes les espèces survivent en créant des zones propices à leur développement. Une menace qui pèse également sur les mares, le deuxième chantier de la journée. Raphaël en est le responsable. Donc on voit bien là qu'on ne discerne plus la mare, elle est en train d'être recouverte et d'être complètement colonisée par la végétation. Donc ça c'est du saule, une espèce qui pousse particulièrement bien dans un milieu humide. Si on ne dégage pas à la fois la végétation qui pousse, plus toute la vase qui s'est accumulée, la mare va se combler. Et donc on va arriver au bout d'une dizaine d'années à un milieu où l'eau ne sera plus retenue et où il y aura un maximum de végétation. Pas de long discours pour ses habitués. Débroussailleuses et fourches à la main, les bénévoles s'affairent autour de la mare. Ok, merci beaucoup. C'est satisfaisant? Ouais, c'est pas mal. Ouverts à tous, ces chantiers sont aussi une occasion pour les participants de comprendre l'importance des mares pour notre écosystème. Ils reviennent à la mare pour se reproduire, ils restent un moment et puis après ils repartent à l'automne. Le but c'est vraiment de ne pas perturber tout le milieu pour qu'il y ait encore des larves aquatiques. Exactement, ouais. Toute cette vase, il faut savoir que là-dedans, même si c'est un milieu qui paraît quand même assez inhospitalier, vivent quand même des petits gastéropodes, des petits insectes qui vont devenir plus tard des grands insectes qui voleront aux alentours de la mare. Et donc, il est important de laisser ce qu'on ôte à proximité, comme ça, s'il y a des animaux qui vivent dedans, ils pourront rejoindre la mare tranquillement dans les jours qui viennent. Des espèces dont la survie est menacée par la disparition des mares. En France, en un siècle, 2 tiers des zones humides ont disparu, soit 3 fois la superficie de la Corse.
En Haute-Saône, grâce aux bénévoles, plusieurs centaines d'insectes et d'amphibiens survivront cette année. On a été super rapidement, c'est parfait. Et puis tout le monde est intéressé, tout le monde est investi, c'était... C'est ce qu'il faut pour motiver les gens, quoi. Bah oui, vous avez bien bossé là-dessus. La preuve donc que l'écologie, ça ne se fait pas qu'au niveau des États, des grandes conférences internationales. Alors tous ces bénévoles, ces citoyens, ces individus qui se mobilisent pour la défense de la biodiversité, qu'est-ce que ça vous inspire? Je me retourne vers les jeunes qui constituent ce jury. Dimitri, est-ce que tu as envie de nous dire? Oui, je suis très intéressé par ce sujet. Je réalise en fait que la biodiversité, c'est pas juste des grands mots, des grands concepts, genre sauver la forêt amazonienne. Enfin, là, c'est vraiment des voisins qui se mettent ensemble. Mais c'est aussi chez nous, dans nos régions, chez nous, on peut faire quelque chose pour la biodiversité. C'est pas forcément quelque chose d'inaccessible et de lointain. Je trouve ça très intéressant. Tu dois participer à ce genre de week-end? Oh là 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 là. Parce que c'est bien de dire non, c'est très bien, c'est très bien. Pourquoi pas? Il faut donner un peu de sa personne quand même. Oui, bah on va transmettre les coordonnées. Voilà Dimitri, on va transmettre les coordonnées de Dimitri à cette association qui va l'appeler le week-end prochain. Oui. Il ira dans la mare passer un peu le râteau. Charlotte, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Moi j'encourage tout le monde à participer à ce genre de mission. Maintenant, pour moi le projet n'est pas novateur. Moi j'ai déjà vu ça. C'est du déjà vu? Oui, c'est du déjà vu. En Bretagne, il y a souvent des choses qui sont mises en place comme ça. Bretagne, dont tu es originaire, voilà. je me rappelle. Et même le week-end, il y a souvent des sorties naturalistes, etc., qui sont organisées. Donc je trouve que c'est bien que tout le monde mette la main à la pâte. Mais après, pour moi, le projet n'est pas novateur, c'est pas nouveau. Et je rappelle qu'effectivement, dans cette émission, on essaye de mettre en avant un projet parce qu'il est nouveau, parce qu'il est prometteur. Là, Charlotte nous dit que c'est un petit peu du déjà vu. Est-ce que c'est ton avis, Mathilde? Oui, je partage ce que dit Charlotte. Oui. Je Guillaume n'a pas l'air d'accord, mais je lui donnerai la parole après. C'est pas grave si c'est pas novateur. Ce qui est bien, c'est de voir qu'ils sont tous bénévoles, tout le monde est solidaire, et ça fait plaisir, de voir cette entraide et tout le monde met la main à la pâte. La motivation est. J'encourage. Pour ce qu'on doit faire, c'est voir des projets qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire. C'est vrai que je rends hommage aux bénévoles. Ça c'est très bien. Très bien. Maintenant, moi, c'est des choses que je fais. Enfin, ça me paraît normal. Rien d'extraordinaire. C'est notre environnement de vie. On s'y investit. Mais toi, tu le fais, mais tout le monde ne le fait pas aujourd'hui. C'est ça, Marseille, on le prendrait pour des fous parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Mylène brûle d'intervenir. Moi, je trouve ça totalement nouveau. En ce qui me concerne, étant donné que je suis de la région parisienne et que c'est pas courant, on s'attarde plus le dimanche à essayer de perdre du poids qu'à nettoyer nos forêts. C'est vrai, à courir. Voilà, mais pour nous, c'est totalement. C'est vrai que dans les régions à la campagne ou peut-être un peu plus dans le sud ou dans les petits villages, c'est peut-être plus courant. Mais c'est vrai que dans le 92, dans les grandes villes, non, on le fait pas. Et ce serait bien qu'on s'y mette, quoi. C'est vrai. En même temps, des marais dans Paris, il n'y en a pas beaucoup. Quoi qu'il y a un quartier qui s'appelle comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. Nathalie, tu voulais dire un mot? Non, tu te en réserves pour les prochains projets. Pierre Galliot, l'ADEME n'est pas missionné pour ce genre de sujet-là, mais à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je trouve intéressant, d'abord, encore une fois, ça a déjà été dit, mais tous ces bénévoles, c'est quand même un travail au quotidien qui est quand même extrêmement intéressant. Il faut les saluer. Deux choses. D'abord, les mares, elles ont un rôle. Ça servait de point d'eau à une époque. Ça permet de lutter contre le ruissellement et inondations probables. C'est des zones humides qui ont beaucoup disparu en France. Complètement. Il y a des zones humides protégées en fait, en France, d'importance majeure ou mineure, et elles ont un rôle vraiment extrêmement important par rapport à la gestion du cycle de l'eau. Après, l'autre problème, c'est que c'est vrai qu'on parle de biodiversité dans les mares, alors on rigole en parlant des grenouilles, des insectes, etc. Mais le problème de l'homme, c'est que tant qu'on n'arrive pas à monétariser l'intérêt de la biodiversité, on a énormément de mal à mettre un prix sur l'intérêt, la fonction éventuellement que peut avoir la nature pour ce que vous nous dites, c'est que les écologistes finalement ont du mal à défendre certains projets, comme ici sauver la biodiversité, parce qu'on n'arrive pas à dire ça coûte tant à la nature, à l'homme, à l'économie de ne pas le faire. Il faut savoir s'en détacher tout simplement. C'est que c'est l'environnement, ça a été dit, c'est notre environnement, il faut pouvoir le défendre par rapport à nos pratiques, mais également sans chercher forcément un intérêt pour nous. Et si on ne le comprend pas, c'est pas grave. C'est quand même la vie qui nous entoure. Mais est-ce qu'on peut, pour reprendre l'expression, monétariser une défense comme celle-ci de la biodiversité? Est-ce qu'on peut dire ça coûte tant de ne pas le faire? Non, on peut rappeler le rôle que peuvent avoir ces zones, comme les zones humides par exemple. Ce sont encore une fois des zones tampons extrêmement importantes. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça n'a pas un rôle pour l'homme qu'on ne doit pas s'en préoccuper tout simplement.
Il nous reste 2 projets maintenant à découvrir avant de choisir celui qui ira en finale en juin. Mais j'ai bien noté quand même que cette première expérience vous avait plutôt séduit. On va maintenant dans le nord de la France. On va aller à Lille, des voitures à partager. Alors c'est la voiture en libre service, un peu comme le Vélib à Paris. Est-ce que ça fonctionne? Regardez.